Bonsoir. Un ancien président de la République en meeting dans les Yvelines. Nicolas Sarkozy était à Vélizy, salle Maurice Ravel lundi soir. Un meeting dans le cadre de sa campagne pour prendre la tête de l'UMP en novembre prochain et pourquoi pas devenir le candidat naturel de la droite en 2017, diront certains. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce déplacement avec en plateau Aurore Berger, chef de file de l'opposition à Manille-les-Hameaux, conseillère politique de l'UMP. Elle figure en bonne place dans la garde rapprochée de Nicolas Sarkozy. Il devait également être en plateau ce soir. Benoît Hamon, une obligation de dernière minute, explique son absence. L'ancien ministre redevenu député de la 11e circonscription des Yvelines viendra prochainement. En attendant, je vous propose d'écouter ces quelques mots enregistrés avec lui par téléphone cet après-midi. Il estime notamment que la politique économique du gouvernement est une erreur. Moi, je reste évidemment un ardent défenseur du gouvernement, mais je considère aujourd'hui qu'on fait fausse route dans notre politique économique. On fait fausse route d'une part parce que la volonté que nous avons eue de réduire la dépense publique, il faut le faire, il faut réduire les déficits. Dans une période de crise, c'est traduite par un vrai affaissement de l'économie française, puisque les investissements ont baissé, qu'on a mis en place une politique si rigoureuse sur le plan budgétaire qu'elle a eu comme conséquence finalement de ne pas atteindre l'objectif qui était celui de cette politique, la réduction du déficit public, parce qu'hélas cette année il sera au-dessus des prévisions, mais de surcroît l'affaissement de l'économie qu'on constate et qui est la conséquence de ce choix politique de la rigueur budgétaire. Cet affaissement, c'est moins de recettes fiscales, donc c'est aussi moins de moyens là encore pour l'État de pouvoir soutenir l'activité et de facto moins de services publics pour tous les Français et également moins de pouvoir d'achat. Donc ce sont sur ces terrains que j'entends moi peser. Je juge indispensable une inflexion de la politique économique, sans quoi cette politique qui ne marche pas depuis des années partout ailleurs et aussi en France risque de nous préparer à des lendemains sociaux encore plus tragiques. L'une des principales informations politiques de ces derniers jours, c'est l'élection sénatoriale. Presque sans surprise, Gérard Larcher, sénateur UMP des Yvelines, a retrouvé le plateau. Il avait déjà présidé l'institution de 2008 à 2011. Nouvelle défaite pour le Parti socialiste, même si cette fois-ci, ce ne sont pas les citoyens qui se sont prononcés, mais les grands électeurs étaient sur place au Sénat pour cette accession au plateau de Gérard Larcher, Claire Cambier et William L. Gérard Larcher, élu président du Sénat au second tour de scrutin avec 194 voix contre 124 au candidat présenté par le groupe socialiste Didier Guillaume. Une élection sans surprise après les résultats des élections sénatoriales partielles de dimanche dernier où la droite a ravi les sièges nécessaires pour devenir majoritaire. Dans son premier discours devant la presse, celui qui avait été président du Sénat entre 2008 et 2011 rappelle qu'il est l'élu des élus et il évoque l'importance de restituer un climat de confiance alors que se profile la loi sur la réforme territoriale. C'est celui d'être au Sénat avec la nouvelle majorité sénatoriale dans une attitude d'opposition constructive. Mais il faut aussi que le président de la République, que je rencontrerai très rapidement, comme le Premier ministre, il faut aussi que le président de la République et le gouvernement nous entendent, nous écoutent. Nous sommes les élus de ces élus. Nous devons contribuer, quelle que soit notre sensibilité, dans une démocratie tentée parfois par les populistes, à ce que se renoue un lien de confiance. Gérard Larcher souhaite occuper l'espace médiatique, dit-il, pour faire entendre une autre voix que celle portée par l'Assemblée. Une vraie victoire aussi pour les Yvelines. L'heure du rassemblement a sonné et que, enfin, j'allais dire, et que ça tombe bien avec Gérard Larcher, puisque c'est un homme qui est du terrain. C'est un vrai sénateur dans ce sens qu'il était vétérinaire, donc proche de toute cette population rurale infatigable, il va construire. Et je pense qu'il construira intelligemment du fait justement de son caractère terrien. À gauche, Catherine Tasca attend que le Sénat ne se place pas en opposition butoir, mais en Sénat actif qui va s'emparer des projets de loi. Pour elle, c'est essentiel en cette période de crise de confiance. Ça n'est pour personne un inconnu ici au Sénat, et notamment pas pour moi,
C'est un homme d'expérience, d'autorité aussi, et qui a, je crois, une vraie ambition pour cette Assemblée. Maintenant, ce qui fait la vie d'une Assemblée parlementaire, c'est son débat. Nous allons voir comment la droite qui revient aux commandes va permettre ce dialogue, ces échanges. La présidence du Sénat retourne donc à droite après un intermède de 3 années socialistes. Et je reçois à présent Aurore Berger pour l'UMP. Bonsoir. Bonsoir. Chef de file de l'opposition à Manille-les-Hameaux, conseillère politique, membre de la garde rapprochée de Nicolas Sarkozy. Vous faites partie de son équipe de campagne. On va revenir sur ce meeting d'hier, lundi soir, à Vélizy, de l'ancien chef de l'État qui brigue à la présidence de votre famille politique. 1h30 d'échange avec une salle trop petite pour contenir les militants. Les images de William L. pour ce reportage. Si vous saviez comme ça m'a manqué pendant 2 ans et demi, quand j'entendais ce que j'entendais et quand je voyais ce que je voyais, de ne pas pouvoir m'expliquer moi-même. Donc, franchement... Plus de 1500 personnes, salle comble pour Nicolas Sarkozy lundi soir à Vélizy. L'ancien chef de l'État qui, dès les premières minutes, annonce une nouvelle fois vouloir jouer la carte de la transparence et du changement. De quoi galvaniser des militants déjà acquis à sa cause avant le début du meeting. Je suis rentré en politique en 2012 pour soutenir sa candidature. C'est le retour d'une icône forte de l'UMP, de l'icône peut-être la plus forte aujourd'hui. Et je pense que l'UMP en a besoin dans les temps difficiles que l'UMP traverse en ce moment. Et peu importe les affaires judiciaires, même si l'on apprenait un peu plus tôt dans la journée que la justice étudierait maintenant un financement illégal de campagne électorale dans l'affaire Big Malion. Y a-t-il pas un cabinet noir à l'Élysée contre M. Sarkozy? Tout le monde le sait. Je pense que la presse nous a pas beaucoup aidés non plus. Moi, je veux que la justice fasse son travail, pour le coup, parce que j'ai été choqué, comme beaucoup de sympathisants et de militants, de ce qui s'est passé au sein de l'UMP via cette compagnie, via cette société Big Malion. Donc qu'elle fasse surtout son travail. Maintenant, si vous voulez me faire dire que le président savait ou pas, moi je suis sûr qu'il ne savait pas. Voilà, c'est ce que je crois, sincèrement. Sinon, il ne serait pas là ce soir devant tout le monde, c'est évident. Sur scène, Nicolas Sarkozy se veut fédérateur, remerciant la responsable départementale de l'UMP, Valérie Pécresse, de son soutien, malgré un engagement ces derniers mois avec François Fillon, et félicitant Gérard Larcher de sa victoire au Sénat, alors que partisan de la candidature à ce poste de Jean-Pierre Raffarin. Fini donc les disputes internes. Vous n'avez pas remarqué que depuis 3 semaines, les décibels dans notre famille, ça, quand même... Alors, certains observateurs me disent que c'est pas sincère. Je dis, mais pourquoi? Peut-être. Mais même si c'est pas sincère, c'est plus calme. Difficile d'imaginer que l'homme vise uniquement la présidence de l'UMP, de la GPA au rythme scolaire en passant par les 35 heures, les principaux sujets nationaux et internationaux, en condamnant l'attitude de l'Europe face à la Russie dans le dossier ukrainien, sont abordés durant près de 2 heures. Mais quand j'ai entendu le président de la République française dire à la télévision qu'il a fait des contacts indirects avec M. Poutine, ça veut dire quoi? Moi, le 8 août 2008, j'ai eu des contacts directs et frontaux avec M. Poutine. Les sujets dont il a parlé étaient des sujets assez peu militants, mais des sujets qui étaient d'un niveau bien au-delà. Donc oui, vous le savez, je soutiens Nicolas Sarkozy pour la petite et la grande élection présidentielle. Et je ne doute pas qu'avec le talent, l'énergie et la vision qui sont les siennes, il représentera nos couleurs en 2017. On en a bien besoin. Tout le monde sait que Nicolas Sarkozy pourrait être chef du monde. Je veux dire, c'est un homme qui a effectivement une compréhension, même le réseau, quand il plaisante sur Poutine ou sur Merkel, on sait, il a une reconnaissance mondiale. Donc, bien entendu, demain, on aurait un chef comme cela en France, là, tous les espoirs, les capitaux reviendront, les talents reviendront. Voilà, ça redonne courage, ça redonne confiance par rapport à M. Hollande qui est désespérant. Après Vélizy, Nicolas Sarkozy se rend à Toulouse. Aucun autre passage n'est prévu dans les Yvelines avant le scrutin interne du 29 novembre. Pour débriefer ce meeting d'hier soir, Aurore Berger, donc en campagne pour Nicolas Sarkozy, vous l'avez trouvé comment hier, le chef de l'État, sur sa prestation? Déjà, ça faisait du bien de le revoir et de le revoir en campagne, de le revoir en meeting. Je pense que les militants, parce que c'est avant tout les militants qui étaient là hier soir, en avaient besoin. Donc ça les a confortés, ça les a enthousiasmés, ça leur a donné d'autant plus envie de faire sa campagne. J'ai trouvé convaincant. Comme ce que disait Pierre Bédier dans votre reportage, on a peu parlé, voire pas du tout, de tambouille interne. Déjà parce que ce n'étaient pas les questions qui ont été posées hier soir par les militants qui avaient directement la parole avec Nicolas Sarkozy. Et ensuite,
parce que ce n'est pas l'ambition qu'on a aujourd'hui de juste parler la tambouille interne. L'UMP a failli mourir ces 2 dernières années. On a échappé de peu au désastre, à la destruction de notre parti. On a aujourd'hui la capacité d'avoir l'ancien président de la République, peut-être le futur, qui peut devenir président du parti, qui peut faire une vraie révolution avec ce parti, complètement le réformer. Je pense qu'il faut qu'on saisisse cette chance et qu'il faut que tous, on se mette en ordre de bataille avec lui pour notre famille politique. Mais là, clairement, il n'était pas en campagne pour la présidence de l'UMP, il était en campagne déjà pour 2017. Et c'est votre interprétation, c'est vous qui parlez de 2017. Demi-mot, même Pierre Bédier le reconnaissait, il dit effectivement, vous voulez m'aborder. Pierre Bédier a souhaité et souhaite que Nicolas Sarkozy soit candidat à la présidentielle de 2017. Pour l'instant, Nicolas Sarkozy est candidat pour la présidence de l'UMP et surtout pour supprimer l'UMP et faire enfin un nouveau grand parti de rassemblement parce que la marque UMP a été profondément abîmée ces 2 dernières années. Donc déjà, accordons-lui cette confiance. Étape par étape. Oui, allons-y étape par étape. Vous allez l'entendre, mais lui, il se présente comme l'homme providentiel. Il se situe entre le PS et le Front National. Il y a Marine Le Pen d'un côté, il y a François Hollande de l'autre. Mais il y a lui aussi. On va l'écouter juste. Moi, je ne peux pas accepter, Valérie, que entre l'humiliation que nous vivons aujourd'hui et la perspective de voir la 5e puissance du monde dirigée par Madame Le Pen, il n'y a pas une alternative crédible qui repose sur nos épaules et que nous devons construire. Je ne pouvais pas non plus rester à la maison en disant tout va bien, la France c'est formidable, le Front National c'est pas un problème, et moi je continue dans mon coin, après tout. C'est l'homme providentiel. On y est, on est en 2017. C'est pas ce qu'il dit. Il ne s'est pas qualifié d'homme providentiel. Ce sont vos mots ou certains. Les mots que certains. Il revient en tout cas parce qu'il voit le système à la situation. Qu'est-ce qu'il dit? Il partage. Et qu'il n'y a personne qui est capable à l'UMP, à part lui, de gagner en 2017. Il partage un constat avec les Français qui est de dire qu'aujourd'hui, la situation de la France est dramatique, qu'on vit une crise économique, sociale, financière, identitaire, particulièrement violente, et que ça, c'est le bilan de François Hollande et de ces 2 dernières années, et que la seule alternative à ça, ce serait demain le cloisonnement, l'exclusion et le repli avec l'extrême droite. Et pourquoi on n'a plus que ces 2 options? Parce qu'à l'UMP, on n'a pas permis de faire émerger une alternative crédible ces 2 dernières années. Lui, il est là justement pour rebâtir une alternative crédible à ces 2 options qui, vraisemblablement, vont affaiblir la France et affaiblir les Français. C'est dans cette perspective-là qu'il se place. Après, est-ce qu'il sera candidat aux primaires en 2016? Est-ce qu'il sera ensuite candidat à la présidentielle en 2017? C'est d'autres étapes. Aujourd'hui, soyons crédibles, soyons une alternative crédible pour que justement les Français aient d'autres choix que celui de François Hollande et de la situation qu'on connaît aujourd'hui ou du risque du repli avec l'extrême droite. En tout cas, la présidentielle, il pense et pas uniquement en se rasant, à mon avis, mais on en reparlera. Le fil rouge de la soirée aussi, c'était l'ensemble de ses affaires judiciaires. Il est revenu lors de ses différentes interventions, Bettencourt, Karachi, il a beaucoup ironisé sur tout ça, mais avant qu'il ne monte sur scène hier, on a aussi appris que dans l'affaire Big Malion, les policiers enquêtaient maintenant sur un soupçon de financement occulte de cette campagne de 2012, avec les fausses factures à l'UMP. On parle désormais de financement illégal de campagne électorale et plus seulement d'abus de confiance. Comment vous avez vécu, vous, déjà dans cette équipe de campagne, ces différentes annonces qui sont aussi sorties hier? Écoutez, Nicolas Sarkozy n'est en rien dans la question de Big Malion. C'est-à-dire, à un moment, moi, je ne suis pas du tout sur la théorie. Je suis pas du tout sur la théorie. Non, ça se rapproche de quoi? Qui dit ça? Qui dit ça? C'est ce qui sort dans la presse. C'est ce qui sort dans la presse parce qu'en effet, le secret de l'instruction est complètement bafoué et que ça veut dire que les déclarations qui sont faites dans le secret de l'instruction sont dès l'après-midi ou dès le lendemain dans vos journaux et que vous les commentez et que vous nous demandez de les commenter. Je suis désolée, on n'est pas là pour commenter une instruction. Est-ce que ça rend compliqué son retour aussi en politique? Moi, ça rend compliqué sa prestation sur scène? Il y a eu aussi des affaires ce matin qui ont été annoncées par Le Monde sur les ventes d'hélicoptères au Kazakhstan aussi, par exemple, qui touchent des proches de Nicolas Sarkozy. C'est encore de nouvelles affaires. Est-ce que ça rend compliqué son retour? Écoutez, moi ce que je constate juste, et encore une fois je ne suis pas sur une théorie du complot, mais que tout le monde peut quand même constater qu'on a, comme par hasard, un calendrier judiciaire qui colle parfaitement au calendrier politique de Nicolas Sarkozy. À chaque fois que Nicolas Sarkozy qui colle son calendrier. Non, de fait non, je ne vois pas quel intérêt il aurait. Donc à chaque fois que Nicolas Sarkozy fait un pas de plus en politique, comme par hasard, on ressort une affaire. Qu'est-ce qu'a dit Nicolas Sarkozy hier? Que l'ancien chef de l'État, qui est vraisemblablement aujourd'hui le premier opposant le plus crédible à François Hollande, a été placé sur écoute, que son propre avocat a été placé sur écoute. Qu'est-ce qu'a dit le bâtonnier? Qu'est-ce qu'ont dit les avocats? Ils ont été particulièrement choqués de cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé dans les autres affaires qui concerneraient soi-disant Nicolas Sarkozy? Ça fait 10 ans qu'on enquête sur Karachi, 10 ans
pour aboutir à quoi? Au fait que Nicolas Sarkozy n'étant en rien dans cette affaire. On a enquêté ensuite, qui sont effectivement réglées, il y a eu des non-lieux, effectivement, sur l'affaire Bettencourt. Il a eu un non-lieu. À chaque fois qu'il y a un pas de plus de Nicolas Sarkozy en politique, on veut lui sortir une nouvelle affaire. Moi, ce que je constate, c'est qu'un certain nombre d'affaires ont déjà été réglées, appartiennent au passé, et qu'à chaque fois, elles se sont soldées en disant que Nicolas Sarkozy n'était en rien responsable, coupable, ou n'avait rien à faire dans ces soi-disant affaires qui l'auraient concerné. Mais il y a des affaires qui ne sont pas encore réglées, qui sont toujours en instruction. Est-ce que Nicolas Sarkozy n'est pas revenu trop tôt? Même si le calendrier, vous allez nous dire, de l'UMP, c'est maintenant, puisque la question, c'est la question politique. La question, c'est celle des Français. La question, c'est celle que l'on vit tous, où on voit qu'on est complètement acculé, que la voix de la France, elle baisse systématiquement, qu'on a des difficultés aujourd'hui qui sont colossales. On est à 2000 milliards de dettes et qu'on a aujourd'hui la Commission européenne qui vraisemblablement risque de nous retoquer et de dire que notre budget n'est pas conforme à ce que nous avions engagé et ce que nous avions prévu. La situation de la France est suffisamment dramatique, suffisamment grave pour que Nicolas Sarkozy ait eu envie de revenir parce qu'il est profondément français, parce qu'il aime profondément son pays et parce qu'il a des convictions et qu'il a envie de les défendre pour les Français. Voilà, c'est la seule chose, moi, que je peux dire. Après, il y a des instructions judiciaires, elles sont en cours, elles feront, je l'espère, toute la lumière sur les sujets. J'espère juste que dans ce genre d'affaires, on essaye vraiment d'instruire à charge et à décharge et qu'on ne cherche pas uniquement la soi-disant responsabilité de Nicolas Sarkozy dans ces affaires, mais qu'on envisage toutes les options, y compris aussi que celles et ceux, surtout ceux en l'occurrence qui se sont exprimés dans l'affaire Big Malion, aient pu mentir, aient pu vouloir mettre en accusation Nicolas Sarkozy pour se défausser, pour se cacher, plutôt que d'assumer leurs propres manquements et leurs propres responsabilités. Retour réussi ou difficile ou raté pour Nicolas Sarkozy pour l'instant? C'est ce qu'on entend à gauche, à droite. C'est ce qu'on entend d'où? C'est ce qu'on entend, c'est ce que les éditorialistes disent, en se basant aussi sur certains sondages. La majorité des Français ne sont pas forcément tous favorables au retour de Nicolas Sarkozy. Il y a eu la déclaration de soutien de Jacques Chirac pour 2017 déjà à la Juppé. Tout ne marche pas super bien non plus. Qu'est-ce que je vois? Gérard Larcher qui remporte le Sénat. Le favori de Nicolas Sarkozy, c'était Jean-Pierre Raffarin. Qu'est-ce que je vois? Moi, je vois que Gérard Larcher, hier, a accueilli Nicolas Sarkozy dans les Yvelines et qu'il était enthousiaste à l'idée de l'accueillir. Qu'est-ce que je vois? Que la salle était pleine à craquer, vous l'avez constaté vous-même, et qu'en effet, on a eu du mal à pouvoir malheureusement faire rentrer tout le monde, tant il y avait de gens qui avaient envie de le revoir. Donc il y a un enthousiasme. Il y a un enthousiasme qui s'est confirmé à Lambersart dans le Nord, qui s'est confirmé à Troyes dans l'Aube, qui se confirme dans les Yvelines, qui se confirmera jeudi à Toulouse. Donc ça veut dire qu'il y a un enthousiasme clair pour la candidature de Nicolas Sarkozy. Ça veut dire aussi que, comme il l'a dit un peu ironiquement, les décibels se sont calmés à l'UMP depuis qu'il est revenu. Parce qu'enfin, il y a une autorité, il y a un chef, il y a une direction. Et étonnamment, du coup, ça a calmé un certain nombre d'ardeurs ou un certain nombre de perturbateurs qui, finalement, s'accommodaient d'une situation où l'UMP était un peu en délicatesse ou en faiblesse. Donc moi, je vois un enthousiasme évident de la part des militants qui avaient envie de ce retour, qui l'attendaient. Et je pense qu'il se confirmera de manière très forte le 29 novembre prochain quand nous voterons. Et puis après, il faut entamer une longue route qui est celle déjà de la reconstruction et de la recomposition de notre famille politique. Votre rôle au sein de cette campagne, justement, vous intervenez beaucoup sur les réseaux sociaux. L'ancien président en a d'ailleurs parlé de cette importance. On pourrait parler d'un Nicolas Sarkozy 2.0 un petit peu. Votre rôle? Il a toujours été avant-gardiste sur ces sujets-là. Quand il a été candidat en 2007, on avait créé d'ailleurs les supporters de Nicolas Sarkozy, qui était une sorte de grande cartographie où les gens pouvaient en ligne commencer à s'inscrire. Alors aujourd'hui, ça paraît évident. En 2007, c'était très innovant. C'est le candidat aussi Facebook. Pour son retour, il a publié sa tribune sur Facebook. Il l'a fait de manière régulière aussi pendant son quinquennat. Et là, il avait donné des signes réguliers aussi aux Français et à ses soutiens sur Facebook. Parce qu'en effet, vous avez une parole qui est immédiatement réceptionnée par ceux qui vous entendent quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook. Moi, je suis là pour évidemment amplifier autant que possible et accompagner autant que possible sa candidature. Il y a une équipe très opérationnelle et resserrée qui l'accompagne, qui sont ses collaborateurs. Et puis ensuite, il y a tout un pool de gens qui n'ont d'autre ambition que celle de le voir remporter l'élection du 29 novembre prochain. J'en fais partie. Et donc de permettre que ce mouvement soit le plus large possible. Il a abordé beaucoup de sujets, on l'a vu au cours du reportage. Il a parlé des 35 heures, de la réforme des rythmes scolaires. Et puis il a aussi parlé, parce qu'il a été interpellé par le public qui était là, de la Manif pour tous, les militants de la Manif pour tous qui étaient présents, qui voulaient que Nicolas Sarkozy clarifie sa position sur la loi Taubira. On va écouter juste un extrait de sa déclaration et puis je vous ferai réagir juste après. Le droit à l'enfant est une expression insensée
Il n'y a pas de droit à l'enfant pour tous ceux qui, comme nous, considèrent que la vie est un mystère. Pour ceux qui croient, c'est un mystère dans la logique de la transcendance. Pour ceux qui ne croient pas, c'est un mystère tout court. Il y a un désir d'enfant qui n'a rien à voir avec un droit à l'enfant. Comprenez donc Nicolas Sarkozy qui s'oppose à la GPA, ça c'était clair. En ce qui concerne le mariage pour tous, est-ce qu'on abroge ou pas le mariage pour tous? Est-ce qu'on supprime le mot mariage, comme par exemple le demandent les militants de la Manif pour tous, et qu'ils redemandaient encore à l'issue de l'intervention de Nicolas Sarkozy hier soir? Moi, je pense que personne ne fixera l'agenda politique de Nicolas Sarkozy. Ni les médias, ni les pro-mariage pour tous, ni les anti-mariage pour tous. C'est lui qui définira son agenda politique, c'est lui qui dira quand il aura envie de dire. En tout cas, s'il répond à ces questions, c'est qu'il est souvent interpellé lui, sur ça. Oui, il est souvent interpellé parce que malheureusement, sur un sujet qui aurait dû rassembler les Français, et on en avait déjà parlé sur votre plateau, on a hystérisé les Français de part et d'autre. Et on arrive à une situation où malheureusement, on nous demande systématiquement de nous positionner sur ce sujet comme si c'était l'alpha et l'oméga de toute politique. En tout cas, vous avez un positionnement clair. Moi, j'ai un positionnement très clair. Vous avez expliqué que vous étiez favorable au mariage pour tous. Et je reste tout à fait favorable au mariage pour tous. Moi, je partage le point de vue de Nathalie Kosciusko-Morizet. Je ne pense pas qu'il faille abroger la loi Taubira, la loi sur le mariage pour tous. Qu'il faille clarifier des choses, notamment sur la GPA, c'est une évidence. Et malheureusement, l'arrêt de la Cour de cassation nous invite à le faire parce que sinon, on risquerait d'avoir des dérives. Dans le cadre Donc, il va falloir, à mon avis, faire en sorte que des dispositions puissent être prises pour que concrètement, clairement, on inscrive dans la loi le fait que la GPA en France n'est pas reconnue et est interdite. Donc ça, c'est un premier point. Après, je ne l'ai pas entendu hier dire qu'il abrogerait la notion de mariage, qu'il reviendrait sur l'adoption. Donc, si jamais il le faisait. Et pour l'instant, il ne l'a pas fait. Mais vous qui êtes favorable au mariage pour tous. On ne peut pas en permanence dire. Et vous vous êtes forcément posé la question. Et si peut-être. Mais vous vous êtes forcément posé la question. Il faut que ce soit en adéquation avec vos convictions aussi. Mais moi, je me sens à l'aise avec mes convictions puisque j'ai un candidat qui ne dit pas qu'il reviendra sur le mariage ou sur l'adoption, qui dit nous clarifierons sur la question de la GPA et sur la question de la PMA. Voilà. Après, il y a un débat qui s'engagera. Le 29 novembre, je pense que Nicolas Sarkozy sera élu. Il aura ensuite à peu près 3 mois, il se donne 3 mois pour complètement renouveler le parti et en fonder un nouveau. Et après, je pense qu'on aura ces débats-là au sein de l'UMP. Il y a des positions qui peuvent être différentes. Je pense en tout cas qu'elles ne doivent pas nous hystériser en interne, comme malheureusement ça a pu être le cas des Français, parce que l'attitude de François Hollande a fait qu'on a eu des millions de gens dans la rue, parce qu'on les a méprisés. Et je pense que c'était une erreur d'agir ainsi, parce que la question de la famille est une question trop intime, trop importante pour les Français, pour qu'on les monte dos à dos, qu'on monte les différentes familles dos à dos. Donc le mot d'ordre à l'UMP, pour conclure, c'est il ne faut pas hystériser, il faut rester calme, serein. Et Nicolas Sarkozy est le plus à même de nous faire rester tous calmes et sereins, c'est ça ? Exactement. Merci Aurore Berger. Élection donc interne à l'UMP 29 novembre. Sont également candidats Hervé Mariton, Bruno Le Maire, qui était d'ailleurs lui aussi dans les Yvelines hier à Saint-Germain-en-Laye. Nous partons à présent sur le terrain. Le gouvernement a dévoilé en juin dernier sa nouvelle carte des quartiers prioritaires, ces zones qui bénéficient d'aides financières de l'État, qui vont être réduites d'ici 2015. Parmi les perdants, les écartés du dispositif figure un quartier à la Verrière, celui d'Orly Park. Le maire a d'ores et déjà lancé une pétition. Yolène Torres. Faisons que la Verrière reste une priorité de l'État, c'est devenu le leitmotiv de la commune. Depuis plus de 30 ans, les quartiers HLM du Bois de l'Étang et d'Orly Park bénéficient d'aides financières de l'État en tant que quartier prioritaire. Mais dès 2015, le quartier d'Orly Park pourrait bien être écarté de ce dispositif. Plusieurs conséquences sont à prévoir, dont l'une des plus importantes, la baisse des effectifs d'enseignants dans les classes. Aujourd'hui, dans toutes nos écoles de la ville, nous avons des effectifs à moins de 25 enfants par classe. Et donc, il n'y a plus qu'au Bois de l'Étang que cette règle serait appliquée. Mais sur les deux autres groupes scolaires, c'est-à-dire l'école régionale et l'école du Parc, nous retrouverions des effectifs de 32-33 enfants. Actuellement, un peu plus de 2400 quartiers sont en géographie dite prioritaire. Dès 2015, il n'en resterait plus que 1300. En voulant se concentrer sur les quartiers les plus pauvres, l'État a modifié ses critères et n'en a retenu qu'un seul, le revenu par habitant. Inquiet, le maire est allé plaider auprès du gouvernement pour une prise en compte des particularités de sa commune. Il est vrai que le revenu moyen, médian du moins à Orly Park est un peu supérieur. Nous avons expliqué à l'État que quand on cumule les revenus des habitants d'Orly Park et du Bois de l'Étang, nous sommes inférieurs aux critères. Nous avons expliqué qu'il faut prendre en compte la dimension globale de notre ville. En plus, nous sommes une toute petite ville, tout le monde se connaît, tout le monde fréquente les mêmes activités. Et donc l'échelle de la ville, la dimension de la ville compte beaucoup.
Le gouvernement devrait statuer au mois d'octobre. En attendant, les travaux continuent. Au Bois de l'Étang, par exemple, ces espaces de jeu refaits il y a 3-4 ans, ces 80 logements en cours de réalisation ou encore la rénovation de ce gymnase sont autant de projets rendus possibles par le dispositif. Et pour le prochain numéro de Café Politique, dès le 11 octobre sur notre antenne, je recevrai justement Alain Hajaj. Il sera question de ce dossier des zones prioritaires de sécurité, de son engagement également. Et puis de cette question, comment entend-il faire exister sa petite ville de 6000 habitants au milieu d'une intercommunalité appelée à devenir toujours plus imposante. 26 minutes d'entretien à suivre à partir donc de ce week-end. Et puis je vous retrouverai le mois prochain pour un nouveau 7-8 politique. Et puis chaque soir à 18h pour le journal. Excellente soirée.